il y a des gens qui se lancent, qui vont faire des trucs qui les stressent, qui vont se mettre vraiment dans une zone d'inconfort pas possible, et qui après vont se dire, en fait, la com scientifique, c'est pas pour moi. Non, c'est juste que le format que tu viens de faire, il est pas pour toi, ou en tout cas, tu l'aimes pas, il t'a trop stressé. Du coup, l'idée, c'est si déjà communiquer la science, ça vous stresse un peu, faites quelque chose qui vous amuse, si possible, ou en tout cas qui vous stresse pas trop. Et une fois que vous l'avez fait, bah là, vous pouvez vous challenger, vous pouvez potentiellement faire des formats un peu différents, parce que vous avez appris à présenter votre science, etc. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel entretien Epirhume Avis d'experts. Aujourd'hui, on a une invitée assez spéciale, assez particulière et fort intéressante, on va dire. C'est donc Élodie Chabrol, neuroscientifique, ayant fait un postdoc à Londres de 7 ans, on reviendra sur ça, c'est important dans le cursus, et qui se définit en tout cas sur sa page internet en tant que communicatrice scientifique freelance. Bonjour Élodie. Bonjour. Ravie de t'avoir parmi nous sur Epirhume. Ravie d'être là, merci beaucoup. Et alors ma première question est, alors j'ai oublié d'introduire le sujet de notre vidéo. Aujourd'hui, on va parler du guide concernant la communication scientifique que tu as édité avec Hindawi, complètement gratuit, disponible en ligne. Donc, on va voir un peu son contenu, comment il a été fait et quels sont les principaux messages et les différentes rubriques qu'il comprend. Ouais. Là, j'ai une question de curiosité et je pense qu'il peut être intéressante et motivante pour d'autres. Comment on passe d'un statut de neuroscientifique à communicatrice scientifique? Alors, en bossant beaucoup. En fait, donc j'ai fait 2 postdocs à Londres. Donc en tout, ça faisait 7 ans, mais j'ai fait un postdoc de 2 ans et un postdoc de quasi 5 ans. Et pendant mon deuxième postdoc, j'ai commencé à bosser pour Pint of Science, qui est un énorme maintenant festival de communication scientifique. Et en fait, à l'époque, ça n'existait pas. Donc j'ai participé à la création du festival à l'époque. Et ça m'a tellement plu qu'après, je l'ai importé en France, etc. Voilà, vous pouvez aller voir Pint of Science. Vraiment, l'idée c'est pas parler forcément de ça d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste d'expliquer rapidement. Et du coup, pendant tout mon deuxième postdoc, pendant 4 ans et demi, en fait, j'ai dirigé la France que j'avais montée. Donc, j'ai aidé en Angleterre la première année et après j'ai monté la France pendant que j'étais encore postdoc. Donc du coup, j'ai géré tous les aspects, c'est-à-dire que la communication sur les réseaux sociaux, la création du festival en lui-même, j'ai aussi aidé de nouveaux pays à s'installer, etc. Et donc du coup, à la fin de mon postdoc, pour être honnête, c'était même le milieu de mon postdoc, mais j'ai décidé de partir et de faire ça à plein temps. Donc au départ, je suis partie pour être International Director de Pint of Science, donc maintenant c'est moi qui gère tout le festival à l'international. Et puis au fur et à mesure, en fait, vu que ce festival, il touche plein de parties de la com scientifique que j'ai appris à faire en fait sur le tas pendant toutes ces années, et ben il y a des gens qui sont venus pour me proposer des missions pour par exemple faire des formations de communication scientifique ou bosser sur des projets d'événementiel de communication scientifique, etc., etc. Et du coup, je suis devenue communicatrice scientifique freelance. Donc en fait, il y a une partie où je m'occupe de Pint of Science et une autre où je fais plein de trucs. Je fais des podcasts, je fais des formations aux PhD et aux postdoc et aux chercheurs aussi. Par exemple, Hindawi, le guide, ça fait partie de mes missions freelance aussi. Donc voilà, donc du coup on devient ça en bossant 4 ans et demi de job et puis du coup en faisant, c'était pas une transition vraiment du jour au lendemain, c'est une transition on va dire qui est venue petit à petit quoi. Alors et pour le guide justement, le guide que vous avez édité sur Hindawi, d'où vous est venue l'idée de base de faire un guide sur la communication scientifique? Alors en fait, Hindawi, c'était un sponsor de Pint of Science en 2018 et une des conditions du sponsoring, c'était de trouver des scientifiques qui participaient à Pint of Science et qui raconteraient leurs recherches pour le blog d'Hindawi. Et du coup, j'ai bossé avec Fanny Kelessidou chez Hindawi, ça s'est hyper bien passé et en fait, elle m'a dit « Ah mais ça serait cool qu'on continue ». Et puis vu que tu es une Science Communication Expert, bah en fait qu'on fasse des posts sur la communication scientifique parce que Hindawi, c'est une boîte de publication scientifique qui a beaucoup de journaux de publications scientifiques et du coup qui a aussi
envie de donner aux scientifiques, de rendre aux scientifiques des choses, donc notamment la com scientifique. Et là-dessus, on s'est dit, bah, plutôt que de faire un blog, en fait, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un gros PDF après, où au final on prendrait tous ces articles de blog, on les organiserait, etc. Parce que moi j'étais partie pour le blog au départ avec vraiment un sommaire, des idées à traiter et tout, et on s'est dit mais en fait ça, on met ça dans un guide. Leur philosophie, c'est l'open access. Donc depuis le début, on s'est jamais dit qu'on allait le vendre. Hein. C'est ce guide, ils ont mis beaucoup d'argent dedans parce que moi, ils m'ont payé en project management, mais ils ont payé aussi tous les auteurs pour écrire des articles et tout. Et vraiment, l'idée, c'était de se dire, on va donner ça aux gens. Donc il y en a certains qu'on a publiés au fur et à mesure sur le blog, et puis d'autres qu'on a gardés pour ce guide. Donc voilà, elle est venue comme ça cette idée. Et franchement, je suis très contente. C'est vraiment cool. Et pour ceux qui le téléchargent, essayez ou qui ont envie de le partager, essayez toujours partager le lien parce qu'en fait de temps en temps soit on se rend compte d'une petite faute de frappe ou quoi, soit même on hésite à ajouter des articles. Donc si vous passez le PDF, en fait vous avez une vieille version, alors que si vous passez le lien, vous pouvez toujours vous pouvez toujours permettre aux gens d'avoir une version updatée. Je vous mettrai de toute façon le lien en description de cette vidéo. Et alors, justement, par rapport à ce guide, quelles sont les différentes parties qu'il comprend et quelle a été… Donc, vous avez dit la philosophie derrière, c'était justement la communication scientifique, le partage. C'était plus un aspect pratique, j'ai l'impression, pour outiller vraiment le chercheur scientifique dans sa mission de communication, parce qu'il a une mission de communication. Alors, comment vous avez procédé justement? Alors, donc effectivement, un mini-mot sur la mission de communication. Il y a de plus en plus de financements maintenant qui demandent aux chercheurs de faire de la communication scientifique et qui disent comment est-ce que ce projet va être disséminé au grand public, etc. Ça devient obligatoire, sauf qu'en fait, c'est pas forcément dans les formations des chercheurs. Et moi, c'est quelque chose justement qui me tient à cœur, c'est d'expliquer comment faire et de permettre aux chercheurs de faire un peu ce qu'ils veulent. Sauf que la com scientifique, en fait, c'est énorme comme monde. C'est pas juste faire des blogs, ça peut être faire des podcasts, des vidéos, ça peut être aussi apprendre à parler live à différentes audiences, etc., etc. Et donc, du coup, l'idée, c'était vraiment de se dire, on va faire un guide qui permet à quelqu'un qui n'y connaît rien de se sentir plus confiant et de trouver les clés qui vont l'aider. Donc le sommaire, c'est moi principalement qui l'ai construit et en fait on l'a fait de deux façons. J'ai demandé à ma communauté Twitter en fait quels sont les articles que vous aimeriez bien lire sur la com scientifique. Donc là j'ai eu des réponses et puis moi après j'ai aussi rempli les blancs et en tout cas j'avais des idées déjà d'articles que j'avais envie de mettre dans le guide, peut-être des choses qui avaient déjà existé quelque part, mais en tout cas c'est pas 100% du grand nouveau on va dire, parce que par exemple il y a comment pitcher ses recherches en 3 minutes, ça c'est quelque chose on en a déjà entendu parler, mais l'avoir dans un guide où il y a vraiment un peu de tout, c'était l'idée. Et puis je me suis dit alors c'est bien d'avoir des trucs pratiques, donc ça c'est la deuxième partie de ce guide, mais déjà, il faudrait peut-être une grosse overview de la com scientifique. Qu'est-ce que la com scientifique? Qu'est-ce que ça m'apporte quand je suis chercheur de faire de la com scientifique? Comment trouver des financements, etc., etc. Donc ça, c'est la partie A, vraiment sur la com scientifique. Qu'est-ce que dit la science de la com scientifique aussi? Qu'est-ce que ça apporte comme chiffre? Qu'est-ce que c'est que la com scientifique? Qu'est-ce que j'ai comme bénéfice à faire de la com scientifique quand je suis un chercheur? Et je voulais aussi que ça intéresse les gens qui font de la com scientifique. Donc il y a un petit article sur où trouver des financements. Etc. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie c'est vraiment hyper pratique, c'est des guides pratiques sur comment faire ceci, comment faire cela. Donc il y a vraiment plein de choses différentes. Donc ça, j'en parlerai après. Et la dernière partie, qui pour moi est vraiment une partie chouette aussi, c'est une partie qui se voulait un peu plus inspirante, dans le sens où je me suis dit, j'aimerais bien interviewer des gens qui font de la communication scientifique. Donc ça peut être des chercheurs qui font de la com scientifique, mais aussi des gens qui bossent dans le milieu de la communication scientifique pour avoir en fait leur point de vue sur pourquoi c'est important, pourquoi ils font ça, etc. Et puis au passage, c'est Indawi est basé à Londres, mais j'ai essayé de mettre quelques Français du coup dans la partie interview parce que voilà, je me suis dit quitte à faire ça, autant un petit peu placer de la France. Et voilà, donc c'était aussi pour inspirer les gens qui ont déjà un pied dedans, pour voir quels sont les parcours aussi, comment les gens ont fait pour travailler là-dessus. Et donc voilà les différentes parties. Et voilà, en fait, je me suis dit qu'est-ce que j'aurais voulu avoir comme guide quand j'étais scientifique, que j'y connaissais rien. Voilà. Et du coup, j'ai essayé de construire ça comme ça. Alors, et si vous deviez résumer, bon, je sais que c'est
le guide a plus d'une centaine de pages, mais si vous deviez nous résumer les principaux points qu'il aborde, on va dire, pour donner envie justement aux gens de le lire et d'aller plus loin. Alors, déjà, la première partie, c'est qu'est-ce que la com scientifique, pourquoi le faire, etc. Et alors, déjà, là-dessus, je pourrais passer des heures. Effectivement, il y a plein d'articles de gens passionnants, mais notamment, il y a vraiment 3 grosses raisons, j'ai envie de dire, pour laquelle c'est vraiment important en tant que scientifique de faire de la communication scientifique. Déjà, je dirais, il y a tout ce qui est restaurer, entretenir la confiance avec le grand public. On l'a vu avec la période Covid, c'est hyper compliqué. Tout le monde va un peu s'improviser scientifique, donc si les scientifiques parlent pas, si les chercheurs parlent pas, mais en fait on va laisser les autres gens avoir une voix, et je pense que c'est hyper important aussi de montrer ce que c'est qu'un chercheur ou une chercheuse. On a dans l'imaginaire collectif, un chercheur, c'est toujours un chercheur déjà, c'est toujours quelqu'un d'assez âgé, pas forcément très compréhensible ni accessible, etc. Et je trouve que c'est bien de montrer au grand public, et c'est ce qu'on essaye de faire avec Pint of Science, c'est que moi j'essaie vraiment de faire, j'ai monté un podcast qui s'appelle Sous la blouse, et l'idée c'est vraiment ça, de montrer les humains, de montrer aux chercheurs, au grand public, ce que c'est qu'un chercheur ou une chercheuse. Il y a aussi un truc qui est hyper important à communiquer, c'est la méthode scientifique. C'est-à-dire arriver et dire regardez, j'ai eu tel résultat, c'est magique et tout, ça c'est très cool, mais expliquer derrière combien il y a eu d'années de travail, quelle a été la méthode pour faire ça, etc. C'est encore mieux, parce que ce qui s'est passé avec Covid, c'est on a vu la science en temps réel. On a vu la science se passer et les gens sont pas habitués à ça. C'est-à-dire qu'on a vu un papier sortir et puis 3 mois après on a un truc qui contredit un peu, mais 6 mois plus tard on sait exactement, etc. Et les gens étaient perdus parce que c'est normal, ils sont pas au courant. Ils savent pas comment ça se passe, alors que ça se passe comme ça. Et du coup, expliquer la méthode scientifique, expliquer que on tâtonne, et que chaque équipe va au final avoir une image du puzzle, et à la fin on a un puzzle entier, on aura vraiment l'image complète, et c'est pas une équipe avec un article qui va forcément découvrir tout sur comment quelque chose marche, c'est vraiment à tâtons, et chacun apporte sa brique de puzzle en fait. Et ça, je pense que c'est intéressant à expliquer au grand public aussi, et du coup vraiment qui est mieux placé qu'un chercheur ou qu'une chercheuse pour expliquer comment ils travaillent, comment ça marche, montrer aussi les différentes façons de bosser. Moi, j'adore quand... Donc, Pint of Science, c'est des chercheurs et des chercheuses qui viennent parler dans les bars au grand public. Et moi, ce que j'adore, je leur dis, ramenez un truc du labo. Par exemple, il y en avait une qui travaillait sur les œufs d'oiseaux, elle a ramené des œufs. Alors, on peut pas toujours ramener des trucs du labo, mais je dis aussi, faites des photos, montrez votre labo, comment ça se passe. Il y a une des intervenantes qui bossait sur un énorme microscope, super dernier cri et tout, ça lui prend une pièce entière. Je lui dis, mais vas-y, prends une photo de la pièce, du microscope, montre aux gens, parce que les gens, ils ont toujours l'image du petit microscope comme ça, etc. Voilà. Mais ils s'imaginent pas à quel point ça peut être énorme, etc. Et en fait, il y a des talks où les gens vont venir parler de leur recherche, mais ils vont pas forcément parler de résultats, ils vont venir expliquer la méthode qu'ils utilisent. Par exemple, elle était venue raconter comment elle étudiait sur ce microscope et comment il marchait et tout. Et ça, c'est hyper intéressant pour le grand public aussi. Donc vraiment montrer la science et les scientifiques et la science telle qu'elle est faite. Donc pas juste comme on a l'habitude de parler juste des grandes découvertes, et puis au milieu on oublie les 10 ans qu'on a passé à tâtonner. Parler de tout ça en fait. Donc pour moi ça c'est hyper important. Ça permet de combattre les fake news. Donc un peu comme je disais, il y a tellement de gens qui vont s'improviser scientifiques et avoir des avis. Le problème c'est que si nous on rétablit pas un petit peu la vérité, au final on leur laisse plus de voix, on va dire. Et puis, pour finir sur une note un peu plus perso, je pense que ça fait de nous de meilleurs scientifiques. Et on s'en rend pas compte, mais on passe notre temps à faire de la com scientifique. Alors oui, pas au grand public, mais par exemple, quand on veut une grante, quand on veut un financement, il faut savoir comment présenter sa science, il faut savoir inclure les impacts, etc., etc. Et faire de la com scientifique, vraiment, c'est apprendre à faire ça aussi. Donc pour moi dans la première partie c'est convaincre, expliquer ce que c'est que la communication scientifique, donner quelques chiffres aussi de Science of Science Communication. Donc voilà en gros le gros point de la première partie. La deuxième partie c'est vraiment un guide pratique. Donc il y a comment faire un podcast, comment organiser un événement. Alors au départ on était parti sur un événement en vrai, on a vite demandé un article sur un événement en ligne parce qu'au final ça sera
ça sera peut-être aussi pas efficace, pardon, utile qu'un événement en vrai. L'idée, c'est vraiment de donner, on se dit, imaginons, je suis scientifique, je veux me lancer là-dedans, quelles sont les étapes que je dois faire? Donc, par exemple, comment faire un événement? On n'a pas donné, on n'a pas parlé à quelqu'un qui sait déjà faire. On parle à quelqu'un qui a envie de se lancer. Ça peut être aussi comment communiquer à différentes audiences, ou par exemple avec les médias, comment pitcher en 3 minutes, comment communiquer sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment plein de choses sur tout ça, sachant que l'idée c'est pas de vous faire toute la science, toute la com scientifique qui existe, c'est que vous trouviez un truc qui vous plaise. Et ça fait partie des conseils que je dirais après, mais vraiment voilà, l'idée c'est de montrer aussi tout ce qui existe comme scientifique, parce que parfois on va être super fan de podcasts, donc on va se dire bon, il y a des podcasts mais on sait pas exactement ce qu'il y a d'autre, donc c'est de donner plein d'exemples, de donner vraiment des petits conseils pour plein de choses. Alors ça se veut pas forcément exhaustif, il y a peut-être des trucs qu'on a oubliés, par exemple art et sciences, on n'y a pas trop touché, mais en tout cas l'idée c'est de dire voilà comment faire, et quand vous communiquez, donner des petits conseils. Il y a James Bowers qui a énormément écrit d'articles dans ce guide, qui est vraiment très cool, qui est un ex scientifique aussi, qui a fait une thèse et depuis qui est consultant en communication scientifique, donc qui a aidé pour plein d'articles. Donc vraiment la deuxième partie c'est ça. Je pourrais vous faire un catalogue, ça va être un peu ennuyeux, mais voilà, l'idée c'est revenir pour nous en faire plusieurs petits épisodes pour chacun de ces... Voilà, exactement. Franchement, parce que effectivement, comme vous avez vu, parce que pour avoir lu le guide, et alors ce qui est important à dire, je pense, pour le public, c'est qu'il ne faut pas le lire comme un livre de A à Z. Il faut vraiment aller à ce qui nous intéresse et lire le chapitre qui nous intéresse, et on a plein d'astuces, plein de, comme tu disais, de la méthode, donc comment faire, comment procéder pour faire telle ou telle chose. Et après, quand on veut l'implémenter et on veut le faire en vrai, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Et on verra si tu acceptes ou pas, ou si tu as le temps pour. Mais ce serait bien peut-être de revenir pour quelques thématiques qui sont les plus courantes et justement développer, procéder carrément. Pour les faire et à travers ce que vous avez mis dans ce guide. Ouais, si ça tente du monde, moi je suis carrément pour. Et effectivement, c'est un bon conseil que tu donnes de ne pas lire le guide comme un livre. C'est vraiment picorer ce qui vous intéresse. Il faut pas lire tous les articles, mais il y a de tout, et du coup c'est à garder aussi, parce que peut-être que plus tard on aura communiqué à différentes audiences. Je vais ressortir cet article-là, etc. Donc vraiment l'idée c'est ça, c'est du picorage d'articles qui intéressent, quoi. Et est-ce qu'il est amené à être mis à jour? Ou est-ce que c'est une version figée avec... Alors pour l'instant, on a corrigé quelques erreurs, des choses comme ça, etc. On va voir si on rajoute pas quelques articles. Moi, j'aimerais bien notamment la partie art et sciences. Je trouve qu'il y avait pas grand-chose. Donc je vais voir. J'attendais aussi de voir la réaction des lecteurs, voir les retours, parce qu'au final, c'est un peu ça aussi. Pas juste de se dire tiens, nous on considère que ça c'est important, mais de voir ce que les gens disent. S'il manque des choses, voilà. Donc pour l'instant, c'est art et sciences, faut voir, parce que c'est vrai qu'Indawi c'est une boîte de publi scientifique, c'est plutôt carré, donc c'était un peu le truc un peu compliqué avec eux, mais on va voir. S'il manque des choses, clairement, je pense on s'y mettra. Donc c'est pas une version figée. Alors j'ai commencé par vous voyez, je finis en te tutoyant. Ouais, c'est très bien. Moi-même, je suis en train d'apprendre tout ce qui est technique de communication scientifique, notamment sur le web et sur les réseaux sociaux, parce qu'effectivement, c'est un champ qui est nouveau. On peut être à l'aise dans une conférence, dans notre séminaire, avec notre communauté, dans notre domaine, mais dès qu'il faut aller sur d'autres champs, d'autres lieux, là, ça peut être plus compliqué. Alors, quel serait ton dernier conseil justement. Alors moi, mon conseil, je pense que c'est le conseil, pour moi, c'est vraiment le conseil numéro 1. C'est commencer avec quelque chose, avec un format avec lequel vous serez à l'aise. Parce que justement, j'ai vu plein de scientifiques qui étaient paniqués de parler au grand public, de se dire ils vont me poser des questions bizarres ou je suis pas sûre de comment faire, etc. Ils posent plein de questions, mais c'est généralement des questions d'ailleurs qui font du bien à entendre et qui permettent de se remettre un peu
sur le projet d'une façon différente. Mais du coup, vraiment, mon plus grand conseil, c'est commencer par un truc avec lequel vous êtes à l'aise. Alors, ça peut être, par exemple, des conférences grand public, si vous êtes à l'aise avec le live. Si vous l'êtes pas, vous pouvez vous dire, je vais plutôt écrire un blog, parce que je suis plus à l'aise à l'écrit, à rééditer les choses et à avoir personne en face de moi. Le podcast, ça peut être un entre-deux, parce que du coup, c'est enregistré et puis c'est juste la voix. Donc vraiment, en fait, je dis pas rester là-dedans forever, pour toujours, mais par contre, essayez d'au moins la première chose que vous faites un truc qui vous stressera pas trop. Parce que il y a des gens qui se lancent, qui vont faire des trucs qui les stressent, qui vont se mettre vraiment dans une zone d'inconfort pas possible, et qui après vont se dire, en fait, la com scientifique, c'est pas pour moi. Non, c'est juste que le format que tu viens de faire, il est pas pour toi, ou en tout cas, tu l'aimes pas, il t'a trop stressé. Du coup, l'idée, c'est si déjà communiquer la science, ça vous stresse un peu, faites quelque chose qui vous amuse, si possible, ou en tout cas qui vous stresse pas trop. Et une fois que vous l'avez fait, là, vous pouvez vous challenger, vous pouvez potentiellement faire des formats un peu différents, parce que vous avez appris à présenter votre science, etc. Et du coup, avec l'expérience vient la confiance, et là, vous pouvez vous dire, ok, là, je peux faire ça, parce que avant j'aurais stressé, mais au final, là, maintenant, je suis confiante sur comment je présente ma science, c'est bon, je peux me lancer là-dedans. Et je pense que c'est vraiment l'erreur qu'on voit le plus souvent, c'est des gens qui se jettent dans quelque chose, en se disant, ça me stresse, mais c'est pas grave. En fait, il faut que ça reste un bon moment. C'est-à-dire qu'on l'entend dans votre voix, si vous êtes stressé, si ça va pas bien, c'est pas forcément agréable pour le public. Vous passez un très mauvais moment, vous avez pas envie d'en refaire. Donc vraiment, vous faites pas de mal. Faites quelque chose qui vous fera le top, ce serait qui vous ferait plaisir et qui vous amuse. Mais si c'est au moins qui vous stresse pas, c'est déjà bien. Je note. C'est excellent conseil. Merci Elodie pour tous ces conseils pratiques et pour cette présentation. En tout cas, ça donne envie d'aller plus loin. Et comme je le disais tout à l'heure, si tu es d'accord, on pourrait reprendre certaines thématiques du guide et sur des vidéos, notamment spécifiques à, par exemple, comment pitcher en 3 minutes ou comment aller ou présenter au grand public. Et on reviendra sur les différents aspects parce que c'est mine de rien, c'est un travail colossal. On peut voir ça une succession de blogs, de posts, d'articles et tout ça. Et c'est une mine d'or d'informations, moi je trouve, et vraiment ça mérite d'être disséqué, d'être vu petit bout par petit bout pour prendre, on va dire, pleine conscience de tout ce que ça recèle comme information. Et l'objectif final, comme tu l'as dit, c'est vraiment que le chercheur prenne plaisir et prenne confiance dans sa science et dans sa façon de la communiquer pour qu'il y ait un plus grand impact sur le public et sur l'entourage. Exactement, et c'était vraiment un beau travail, c'était chouette de le faire. Et en tout cas, j'espère que tous ceux qui écoutent et qui nous regardent et qui vont le lire, que ça va leur plaire et que ça va leur donner les clés. Alors bien sûr, on vous transformera pas en pro de la com scientifique en un article, mais vraiment l'idée c'est au moins de vous donner la confiance de commencer et de vous dire tiens en fait finalement maintenant j'ai des conseils, je peux le faire quoi. Très bien, merci. Voilà. Et merci beaucoup à toi. À très vite. À très vite.